C'est au titre de secrétaire d'État à la Défense que je vais m'exprimer devant vous pour vous dire quelle est l'action de la France en matière de prévention des conflits et leurs conséquences. C'est quand même un des objectifs de la France, de participer d'abord et surtout à cette idée de construction de maintien d'unité ou de politique de sécurité au sein de l'Union européenne. Limiter les effets des conflits, l'effort de la France en matière de maîtrise des armements, la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, premiers sujets qui peuvent et doivent nous intéresser. C'est vrai qu'un État comme la France, qui est doté de l'arme nucléaire, doit définir le niveau de ses armements au seuil le plus bas possible et favoriser aussi le désarmement nucléaire. Doit-on vraiment chercher à mettre la guerre hors la loi? N'existe-t-il pas des cas où seule une guerre peut rétablir le droit? Existe-t-il des guerres qui sont légitimes? Existe-t-il des guerres justes? C'était une notion ancienne qui a été écartée depuis. Mais n'existe-t-il pas des guerres justes? Est-ce qu'un voisin tout-puissant ne peut pas imposer sans faire la guerre? Et après tout, l'Irak n'a pratiquement pas fait la guerre au Koweït, lui imposer de s'incliner. Est-ce que ça n'était pas la même chose avec Hitler et les Sudètes, Hitler et la Tchécoslovaquie? Alors, donc, voici toute une série des questions que nous pouvons nous poser cet après-midi. Pour ce qui est du rôle des Nations Unies, à la fois dans ce que je dirais sur le ton provoquant et à la lumière de l'expérience, plutôt l'expérience vécue dont je ferai part. Ici, on pourrait se demander, je tiens à le dire tout de suite, si les Nations Unies ont encore un rôle. En fait, j'en suis totalement convaincu et je dirais d'emblée qu'il n'y a pas d'alternative. Il importe, de faire en sorte que les Nations Unies soient renforcées. Deuxièmement, il importe que les pays occidentaux, ceux qui ont les moyens, s'ils ne veulent pas agir directement, mettent à la disposition des pays qui sont prêts à s'engager sur ces zones difficiles les moyens en termes de formation, de matériel, de soutien logistique et d'appui politique lorsque les opérations sont conduites. Et troisièmement, il importe que sur les forces en attente qu'on évoquait tout à l'heure, il puisse y avoir là un véritable engagement. Mondialiser la responsabilité. Je le disais avant le 11 septembre et je le dis avec emphase accrue après. Mondialiser la responsabilité signifie une participation, pour moi, une participation à la good governance, avec 3 points de force: conscience, transparence et prévention. Mondialisation de la responsabilité me semble aussi indiquer l'importance du dialogue. Dialogue ouvert, sincère, empreint de tolérance avec toutes les cultures et religions. Force est de reconnaître que nous sommes aujourd'hui davantage placés dans des situations de gestion de crise et de post-crise que dans la prévention des conflits. Nous vivons dans un monde de plus en plus injuste et dangereux, de plus en plus imprévisible, et c'est aussi pourquoi la réflexion sur la prévention prend de plus en plus des aspects économiques. Je souhaiterais aussi venir à un concept qui nous est maintenant un peu imposé, qui est celui de la sécurité globale et de la continuité de la gestion de crise, en m'attardant un instant sur l'Europe, qui a déjà expérience et avance sur un tel sujet. Et puis, pour répondre à notre président de séance, poser la question en la laissant totalement ouverte, parce que je ne me sens pas seule capable de la traiter devant vous, qui est comment coordonner par qui? Des opérateurs privés, des grandes entreprises, des ONG qui cherchent à trouver leur place. Qu'est-ce qu'il faut donner comme règle du jeu? Il faut au moins un minimum de démocratie, un minimum de tolérance, d'inclusion. Et ce minimum acquis après la conférence de la Bonne, quand on est en France, mais après surtout la chute du mur de Berlin, est aujourd'hui menacé.
à mon avis. Il est menacé à cause des contradictions et du double langage de la communauté internationale. L'incohérence, donc, de la communauté internationale crée un problème. Parce que les repères de justice, les références à l'égalité disparaissent et des peuples abandonnés face à des dictatures qui les isolent ou les oppriment, elles ont des options limitées. Et parmi ces options, il y a la violence et la guerre. Le challenge des humanitaires n'est pas tant d'essayer d'abolir la guerre, mais dans un premier temps, je pense surtout de donner un peu d'humanité, de dégager un espace humanitaire pour que soient protégées ces populations civiles. Nous sommes partisans, à Médecins du Monde et avec d'autres organisations, d'autres personnalités, pour trouver les instruments adéquats au sein des Nations Unies, de manière à ce qu'on puisse analyser d'une manière indépendante des situations humanitaires et d'alerter les instances des Nations Unies sur ces situations humanitaires. C'est pourquoi nous sommes favorables à la création d'une commission internationale d'alerte humanitaire composée d'experts indépendants qui seraient placés auprès du secrétaire général des Nations Unies pour remplir ce type de tâches. Pour revenir sur ce qui se passe en Afghanistan, et ce que je viens de voir là, pendant ces 2 dernières semaines sur la zone là-bas, je crois qu'on est hélas en train de voir ce que j'appellerais l'ONU dans ses meilleurs et dans ses pires aspects. Dans ses meilleurs, parce qu'en effet, il y a cette tentative de construire un peu ce processus de paix avec les Afghans, mais dans ses pires aspects, parce que on a cette espèce d'énorme compétition interagences, de recherche d'argent dans tous les sens, et qui amène un très très mauvais message pour les Afghans. Les Afghans, ils savent, les différentes parties qui sont maintenant à Bonn et qui ont passé une partie, ils savent qu'il y a de l'argent à tirer dans tout ça, et ça ne va sûrement pas jouer positivement sur la dynamique de paix.